Et ce ne sont pas les seules conséquences du dérèglement climatique. La situation devient critique et il est temps d'ouvrir les yeux. Et pourtant, de nombreux domaines et industries continuent de polluer. En France, le vin occupe une place primordiale. C'est un véritable enjeu social, économique et politique. La culture de la vigne s'inscrit dans le patrimoine français, façonne son paysage et attire le tourisme. La tradition viticole a pourtant un fort impact négatif sur l'environnement. Les vignes occupent 3% de la surface agricole française, mais consomment 20% du tonnage de pesticides utilisés pour l'agriculture. Face à ces chiffres consternants, il existe des solutions. On parle bien souvent de l'agriculture biologique, de plus en plus répandue et mise en avant, mais une autre solution méconnue et encore plus respectueuse de l'environnement existe, la vigne hybride. Depuis 30 ans, Philippe et Valentin travaillent sur la vigne hybride. Ces hybrideurs suisses croisent plusieurs variétés de vignes jusqu'à trouver l'accord parfait. Faire des cépages résistants, c'est très simple. Il faut avoir la résistance, il faut avoir la qualité, et puis il faut faire des croisements. Si ça joue pas, ça finit comme ça, malade. Si ça joue bien, c'est propre. Pour arriver là, c'est compliqué, parce qu'il faut avoir plusieurs génétiques pour avoir une résistance contre l'oïdium, contre le mildiou et aussi le black rot. Un long processus où le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Quand on trouve une plante qui résiste bien, on va la planter dans un vignoble 1 mètre, une autre plante, on les compare et puis avec les premiers raisins, on va faire du vin. Si tout va bien, on va la multiplier, une vingtaine de plants, pour faire une vinification plus ronde. En automne, les grappes de raisin sont ramassées et le travail recommence. Alors ici, nous sommes en présence d'une grappe qui a été hybridée. Elle est encore dans son petit cornet de papier qui l'a protégée d'une pollinisation étrangère inconnue. Et on va la récolter. Les autres grappes ont déjà été récoltées lors des vendanges. On l'a laissé quelques jours de plus pour bien la mûrir. Cette grappe a une trentaine de grains qui contiennent chacun 2 à 3 pépins. Donc vous avez un potentiel d'environ 60 à 80 descendants sur cette grappe. Le cep que vous voyez ici, la jeune plante que vous voyez ici, provient du pépin de raisin qui était à l'intérieur de chacun des grains de la grappe qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a récolté tout à l'heure. C'est encore une fois beaucoup de travail. Des fois, on trouve une plante qui résiste à tout, même à avoir des raisins foutus, ça va pas. Des fois, on trouve quelque chose qui est très bon à manger, ou bien des fois, si on trouve un nouveau arôme, l'arôme des myrtilles dans le rouge, ça peut être intéressant. Mais en gros, on suit le chemin du classique et on trouve toujours des choses qui sont pas classiques. Alors voilà. La vigne hybride, c'est donc un type de vigne qui résiste naturellement aux maladies et qui ne nécessite aucun traitement. Mais pour mieux comprendre, il nous faut retourner au 19e siècle. À cette époque, le vin était une boisson essentielle et tout le monde en buvait. La vigne européenne, la Vitis vinifera, recouvrait presque 2 500 000 hectares du territoire français, alors qu'aujourd'hui elle recouvre moins d'1 million d'hectares. L'histoire de la vigne change au début du 19e siècle, quand des botanistes et collectionneurs reviennent des États-Unis avec des cépages de vignes américaines. Ils veulent expérimenter la culture de ces vignes sur les sols européens. Les vignes américaines sont résistantes à tout un tas de maladies parce qu'elles se sont adaptées aux conditions de leur milieu. Il faut savoir que la Vitis vinifera n'a pas bénéficié des mêmes conditions, est résistante à plein d'autres choses. Or, ce qui s'est passé, c'est que le jour où on les a mis en contact, qu'on a voulu mettre les uns avec les autres avec les uns, etc., eh ben, il y a eu plein de ces plants qui ont été importés en Europe. Malheureusement, avec eux, ils ont embarqué toutes les maladies. Donc, l'oïdium, le mildiou et le phylloxéra. Le phylloxéra, c'est un puceron qui s'attaque aux feuilles et surtout aux racines de la vigne. Pour le contrer, plusieurs solutions sont développées. La lutte chimique, qui consiste à injecter directement dans les racines du sulfure de carbone. Les porte-greffes, une technique qui consiste à planter un plant américain en dessous de la Vitis vinifera, ce qui protège les racines et garde son authenticité. Et enfin, la vigne hybride. La lutte chimique coûtait très cher et était réservée aux grands vignobles.
Les porte-greffes plus accessibles sont adoptés et toujours utilisés aujourd'hui. Malgré tout, la vigne hybride a du succès, car elle est facile à produire. Les paysans en polyculture la cultivent et son vin original rentre dans les habitudes de consommation des Français. Au début du XXe siècle, le développement de toutes ces méthodes de culture conduisent à une surproduction de vin. Des problèmes économiques et politiques surviennent. L'État demande donc l'arrachage des vignes hybrides, moins légitimes face aux grosses exploitations. Jusque dans les années 60, il faut savoir qu'il y avait 2 tiers du vignoble en France qui était planté d'hybrides. Voilà. De là, on a choisi, parce qu'on a trouvé que c'était moins qualitatif au niveau du goût, de privilégier vraiment les vinifera et de déconsidérer les hybrides, sans forcément les interdire, mais ils sont plus autorisés. Donc on ne peut plus les planter, ou alors on n'a pas d'aide, ou alors on en fait des vins de table. Roger est un ancien viticulteur. Il a vécu cette crise qui a marqué sa vie. Sainte-Marie-la-Blanche avait à peu près sur la commune, fait toujours 500 hectares, et il y avait à peu près 380 hectares de vignes, c'est pour vous dire qu'il y avait les 3/4 de la commune, et toutes les communes environnantes étaient plantées en hybride, ce qui représentait quand même une surface très très importante. Et on vivait de ça, tranquillement, tout le monde était heureux, sans problème, jusqu'au jour, ça devait être après le fameux plan Mansholt, quand la création de l'Europe, c'était exactement en 68, où le couperet tombait, on a dit, les hybrides, c'est du poison. Déjà depuis 1927, de nombreuses lois sont votées par le gouvernement pour interdire la production d'hybrides. Notamment la loi de 1935 qui interdit l'exploitation des 6 cépages américains les plus cultivés. Et en 69, on nous a mis le décret en évidence qu'il fallait arracher tous les hybrides. Alors là, c'était un coup de massue, mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on va devenir? Tout le monde était un peu équipé, tout le monde était dans ce métier de passion et travaillait avec amour, tout le monde avait une tranquillité chez soi. Alors donc, on est monté à Paris. Alors là, on nous a bien parlé, mais on nous a dit que c'était un décret qui venait de l'Europe. Il fallait nous apprêter à les arracher, que la commercialisation serait interdite. Alors, à force de pourparler, on nous a laissé un délai d'une dizaine d'années pour se reconvertir. Se reconvertir en quoi? Qu'est-ce qu'on allait faire? Qu'est-ce qu'on allait devenir? Je ne vous cacherai pas qu'il y a eu, je me souviens, 3 ou 4 suicides, dont un ami, qui avait beaucoup investi, qui avait beaucoup planté, et il n'a pas supporté ça, et il s'est foutu un coup de fusil. Un autre s'est pendu. Et voilà les drames que ça apportait. Et ça a apporté beaucoup de faillites. Pour vous dire, j'ai 72 ans aujourd'hui, que toutes les nuits, je rêve encore de mon exploitation viticole. Et c'est encore un drame pour moi. Pourquoi qu'on a détruit tant d'exploitations viticoles pour des cépages qui n'avaient rien de poison. Et surtout qu'on avait une multiplicité de cépages. On faisait des vins différents. On faisait des vins qui étaient moi je dis magnifiques, et qui étaient sains, et naturels, et sans traitement. Aujourd'hui, la vigne hybride est encore interdite. C'est pourtant une solution évidente aux problèmes écologiques que le monde traverse. La réglementation française impose une liste de cépages autorisés aux viticulteurs. Les appellations d'origine contrôlée occupent une place de choix au sein de cette liste, ce qui installe une uniformisation de la production viticole. Les pieds de vigne vendus aux viticulteurs proviennent presque tous de l'Institut national de recherche agricole, ce qui empêche aux viticulteurs de planter des hybrides. En Suisse ou en Belgique, les viticulteurs n'ont pas de liste imposée et peuvent cultiver ce qu'ils veulent. La vente de vins d'hybrides n'est pas interdite et les hybrideurs sont libres de vendre leurs pieds. La législation en Suisse permet de cultiver toutes les variétés, toutes les nouvelles variétés depuis plusieurs années. Je sais qu'en France, chez vous, vous avez un peu plus de problèmes maintenant dans la diffusion de ces cépages, mais pas mal de barrières sont en train de tomber. On a eu pas mal de succès ces dernières années, surtout suite à la démarche de certains viticulteurs qui ont pris beaucoup de risques dans ce domaine de la diffusion des nouveaux cépages, pour ne pas les citer. Et après, ça nous a quand même bien déblayé le terrain, surtout au niveau législatif. Je pense qu'aujourd'hui, la France qui était un peu en retard sur l'Allemagne notamment,
par rapport aux autres pays européens aussi, où on avait une autorisation de planter ces nouveaux cépages beaucoup plus facilement. Ce qui concerne les AOC, c'est quand même des notions qui sont très, très lourdes en France, très respectées, et qui souvent font obstacle à l'arrivée de nouveaux cépages dans les appellations. Mais face à nos voisins européens, pourquoi la France reste-t-elle toujours réticente à la vigne hybride? On se trouve confronté devant une législation où on a un président qui dit qu'il faut travailler sur l'écologie, et on a sur un côté juridique quelque chose qui nous interdit de travailler ces vieux cépages. L'INRA, elle ne fonctionne qu'avec des budgets du département et les budgets de l'État. Voilà. Donc, comme toute personne qui reçoit des budgets, si je reçois, on va nous dire qu'il faut travailler dans ce sens. Sinon, dans le blablabla, il n'y a pas de problème. Moi, je fais des vins merveilleux. Tout le monde va faire des vins merveilleux, y compris bourrés de chimie, c'est le progrès. Tout le monde va dire ça dans le blabla. Donc, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui des journalistes qu'on appelle des fouilles-merdes, aller chercher. Et quand on parle de l'INRA, il faut parler finance. Il ne faut pas parler recherche. La France a des ingénieurs et qui sont à l'INRA, qui sont très capables et qui sont pointus au niveau mondial. Seulement, il faut les budgets. La réglementation reste bloquée, mais les mentalités évoluent. Peu à peu, la vigne hybride revient dans les conversations. On s'y intéresse et on cherche à comprendre pourquoi elle a disparu et comment elle peut retrouver une place dans le vignoble français. C'est ce que cherche à faire Antonin, qui organise depuis 5 ans, sous les pavés La Vigne, un salon qui propose essentiellement des vins naturels européens. Cette année, le salon a notamment organisé une conférence sur les cépages hybrides interdits. Sur la totalité de l'encépagement français, on utilise une vingtaine de cépages. C'est-à-dire que 20 cépages, grosso modo, représentent plus de 80% de tout l'encépagement français. Donc, c'est vraiment une uniformisation des cépages en France, c'est assez terrible. Le Merlot, à lui tout seul, donc le cépage du Merlot qu'on retrouve beaucoup dans le Bordelais notamment, représente 15% de tout le vignoble français. Donc c'est vraiment d'une tristesse, d'une pauvreté de variété, alors que parallèlement, on sait qu'il existe. On a recensé, notamment Pierre Gallet, le grand tempélographe, quelques 10 000 cépages dans le monde, et en France, on en utilise 20. C'est vraiment triste. Et donc les hybrides, tout ça, c'est aussi une façon d'enrichir cette culture, cette agriculture viticole, qui a besoin de richesse pour avoir cette variété qu'on aime, qu'on recherche, que tous les amateurs et les amatrices de vin recherchent, c'est-à-dire de la différence, la variété, la surprise quand on ouvre une bouteille, et ne pas toujours boire le même merlot, vinifié au même endroit, de la même façon. C'est un retour vers le futur, moi j'ai envie de dire, parce que c'est des choses qu'on a utilisées, qu'on n'utilise plus ou moins aujourd'hui, alors qu'il n'y avait pas de raison de ne pas les utiliser. C'est des raisons politiques qui ont fait qu'on les utilise moins, ou même que ça a été interdit. C'est pas du tout des raisons de goût, c'est pas du tout des raisons objectives, et c'est surtout des mauvaises raisons, parce qu'encore une fois, si ces cépages sont plus résistants aux maladies que les cépages qu'on a l'habitude d'utiliser, pourquoi s'en priver? C'est vraiment... Il faut surtout pas, évidemment, remplacer tout par ces cépages-là, mais il faut permettre d'avoir le choix, d'avoir une palette comme un peintre à plusieurs couleurs. Il ne faut pas qu'on ait tous la même couleur, qu'on fasse tous le même tableau. Et les vignerons veulent ça, ils ne demandent que ça, d'avoir le choix. Et après, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux qui font le boulot. Nous, on est juste là pour goûter, apprécier ou pas. Les consommateurs ont un rôle important dans la redécouverte de ces vins originaux. À l'époque, les vins d'hybride étaient très appréciés par la population et complétaient même parfois les grands vins d'appellation. Alors, bien entendu, il se faisait quand même, il faut le dire, il faut l'avouer aussi, les technicités n'étaient pas d'aujourd'hui, il se faisait aussi du mauvais vin. Hein. Bon, c'était du vin, parfois il fallait, comme on disait, tenir la table pour le boire. Mais par contre, il y en a qui étaient très très bons, hein, et qui rivalisaient avec les grandes appellations. Hein. Je me souviens, on avait un gros débouché aussi. Là, peut-être que je vais en faire bondir beaucoup, mais que ce soit dans les grandes appellations, on venait s'approvisionner chez nous en Oberlin, ce fameux cépage Oberlin, qui pour moi, l'Oberlin est l'ancêtre de la vigne. Et il était très apprécié, même des restaurants. On avait un restaurant, je me souviens, dans la Haute-Marne, qui venait, ce restaurateur-là, il dit « Je viens parce que mes consommateurs, surtout mes vieux, ils veulent du vin qui tâche. » Alors c'est sûr que ça tâchait. Même quand vous mangez ce raisin-là, vous aviez les lèvres toutes rouges, pleines de couleurs. Et alors il était bon. Hein. C'était vraiment bon.
Mais aujourd'hui, la question du goût reste parfois problématique en raison de rumeurs vieilles de déjà 100 ans. Qu'en est-il vraiment ? Je trouve que c'est très bon. Il a un goût super original, mais même au niveau de la texture, parce que on a l'odeur du miel, mais on a aussi sa texture. Alors, c'est étonnant parce que au niveau de la robe, on est sur une couleur assez dorée, je dirais. Au niveau du cœur, c'est assez foncé. Et au niveau de la robe, on est sur une robe un petit peu plus claire. Après, moi, je suis pas très fan des moelleux. Enfin, j'en bois un verre, mais plus de 2, après, ça m'écœure un peu. Mais non, franchement, il est vraiment bon. La couleur, elle est assez orange, assez incroyable, on va dire. Parce que c'est très épais, et je trouve que même en fond de palais, on le sent en fait. Et je trouve ça vachement original, mais c'est vrai qu'il est très moelleux, il est très sucré. Donc en apéritif, je pense que c'est bien, mais peut-être pas en repas. Aujourd'hui, la situation environnementale n'est pas figée. Il est encore possible de changer les choses et faire évoluer nos habitudes de consommation. Le vin doit savoir conserver son authenticité et ses traditions, mais doit s'adapter au respect de l'environnement qui est au centre des préoccupations actuelles. La vigne hybride doit avoir une place dans nos vignobles français et dans nos verres pour que les buveurs d'étiquettes deviennent des buveurs d'étiquettes.